Bonjour Cédric. Bonjour Alix, bonjour Marcelin. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, réunis de recevoir maintenant Monsieur Environnement. Vous le savez, notre développement doit être durable. On dit souvent développement durable, mais qu'est-ce que ça implique? Oui. Il y a certaines pratiques qui mettent en danger, il faut le dire, notre avenir et celui de nos enfants. Pour changer ces pratiques, vraiment, il y a des choses à faire, il y a du boulot. Nous poursuivons donc aujourd'hui sur notre thème, sur les innovations qui nous conduiront, on l'espère, on croise les doigts, vers un développement durable. Effectivement, et la semaine dernière, nous avions présenté quelques innovations de la Côte d'Ivoire dont nous espérons voir la réalisation cette année même, 2019. Et cette semaine, nous nous présenterons des innovations sur le continent africain tout entier. Absolument. Afin de pouvoir aussi toujours inspirer les réalisations qui doivent se faire sur notre pays. On essaye. Alors Cédric, est-ce qu'on peut rappeler le principe? Pourquoi innover pour un développement durable? Bon, moi déjà, je voudrais dire aujourd'hui que Alix a quand même innové avec son béret. Espérons que ça va inspirer aussi quelque chose en Côte d'Ivoire. Même béret durable. Il est de belle qualité. Très bien, oui. Alors, innover pour un développement durable, vous l'avez très bien dit, Marcelin, en entame, ça veut dire qu'on se rend bien compte que nos pratiques de développement ne sont pas durables. On voit les amoncellements encore, hélas, de déchets, malgré tous les efforts qui sont faits dans certains endroits. On voit l'érosion côtière, on voit la pollution, et ça ne peut pas durer. Et comme ça ne peut pas durer, il faut qu'on rentre dans un développement durable. Ça ne peut pas durer, ça veut dire qu'on doit changer nos pratiques. Donc, ce qui n'était pas bien, on arrête de le faire. On va innover pour faire mieux. Et donc, le thème de notre mois récurrent, c'est innover pour un développement durable, avec cette fois-ci des exemples du continent africain. Alors, en matière de développement durable, les Ivoiriens, ils sont-ils des innovateurs? Moi, je considère que l'Ivoirien est un innovateur. Parce que si vous regardez bien chacune des spéculations agricoles dans lesquelles nous sommes champions, anacarde, cacao, café, ça ne vient pas de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a apporté dans ce pays. On leur a dit, tu plantais autre chose, maintenant tu vas planter ça. Ils sont rentrés, ils ont compris les intérêts agricoles des différentes cultures. Ils sont rentrés dedans. Il y a eu des encadrements, des formations qui ont été mises en place. Satmassi, CIDT pour le coton, etc. Donc on est des innovateurs. La seule chose, c'est qu'il faut savoir identifier les pratiques, passer les pratiques et accompagner aussi bien les artisans, les planteurs, etc., dans des pratiques durables. Alors, vous connaissez le sens pragmatique de notre plateau. Nul ne peut passer ici sans des choses pragmatiques concrètes. Alors, quelle première innovation, Cédric, avez-vous retenue sur le continent africain pour 2019? La première innovation, elle va se passer au Burundi. Donc, c'est l'illustration qu'on va lancer tout de suite maintenant. On parlera de régénération des paysages agricoles. Voilà. Alors, ce n'est pas vraiment une innovation parce qu'ils l'ont déjà fait. Donc là, le président du Burundi va lancer la phase 2. La mission, c'est on veut adapter l'agriculture au changement climatique, on veut faire de la production sous couvert végétal et tenez-vous bien, il y aura un gain de productivité, une amélioration de production de 20% qui est attendu. Et donc cette fois-ci, ils veulent faire 90 000 hectares de terre, ils veulent encadrer 80 000 ménages et si on regarde les résultats de la phase 1, c'est possible parce que il y a déjà 4 000 hectares de terre qui sont gérés durablement dans ce pays. Il y a 9 600 foyers qui sont encadrés pour l'agroforesterie cacaoyère. Et quand on fait bien des choses, on les félicite. Vous voyez, médaille d'or 2018 de meilleur clearing house mécanisme et lauréat 2018 du prix national géographique Buffett 2018. Wow. Donc ça veut dire qu'on peut innover, on peut faire des choses et quand on a des champions, on les remarque tout de suite. Et sur le continent, il y a beaucoup d'inspiration, notamment avec ce qu'on vient de voir là. Alors, comment l'agriculture peut-elle régénérer le paysage nous concernant ici? Oui, absolument, parce que déjà, on voit bien que l'agriculture peut détruire le paysage. On a déjà vu la déforestation, l'agriculture sur brûlis, etc. Donc maintenant, en fait, la stratégie, ça va être justement de remodeler le paysage en associant certaines plantes entre elles. Et donc, quand on rentre dans une stratégie d'agroforesterie, par exemple, on va replanter des arbres avec des cacaoyers qui vont se situer entre nos arbres. Donc, automatiquement, ça va modifier notre paysage et ça va surtout recréer cet ombrage, cet environnement qui est nécessaire pour que le cacaoyer, qui n'est pas un arbre de plein soleil, retrouve tout ce qu'il faut pour s'épanouir, vivre plus longtemps, produire mieux pour les paysans. Alors, Cédric, c'est quoi l'agriculture sous couvert végétal? Alors, l'agriculture sous couvert végétal, c'est... les questions de Marcelin, ça. Vous voyez, chaque fois qu'on va lancer une pépinière, vous voyez, on plante des pieds et puis on met une petite protection contre le soleil, etc. Donc ça veut dire qu'en fait, nos bébés plantes dans une pépinière sont trop fragiles pour être exposés en plein soleil. Et l'agriculture végétale, l'agriculture sous couvert végétal, ça veut dire qu'on va justement mettre des petites choses qu'on va planter qui vont accueillir les futures spéculations agricoles qui vont pousser. Et donc ça va augmenter la productivité. Parce que très souvent, quand on vient, on pique, on repique, on fragilise la plante, la production est moins bonne. Alors que là, l'astuce, c'est tout de suite, on la met dans un environnement, on lui crée son écosystème et elle va s'émerveiller.
et être productif dans tout ça. C'est Comme beau, matin bonheur. bébé, comme un bébé, il faut en prendre soin C'est jusqu'à ce qu'il exactement ça. devienne grand. Alors, si nous parlons à l'instant de déchets, la Côte d'Ivoire innove en ce moment. Oui. Qu'avez-vous trouvé en Afrique comme exemple promoteur pour cette année aussi? Alors, c'est un exemple qui est une innovation pour le pays du Kenya. Donc, vous savez, il y a une décharge anaérobie qui s'appelle Dandora, qui est vraiment, on l'appelle la dévoreuse d'hommes, tellement cette décharge est la plus grande d'Afrique, la plus... Bref, on arrêtera de mettre des superlatifs. Et à l'exemple des Éthiopiens, les Kenyans se sont lancés dans une démarche de production d'électricité avec les déchets. Donc, c'est l'illustration qu'on va lancer tout de suite maintenant. Donc, c'est Kenya, des déchets pour produire de l'électricité. Alors là, la mission, c'est quoi? C'est d'incinérer, de brûler ces déchets pour produire de l'électricité. Et ça sera la deuxième centrale du continent après l'Éthiopie, puisqu'en Éthiopie, on a déjà 25 MW de puissance installée qui fonctionne très très bien, qui est en opération. Là, les Kenyans vont partir sur à peu près 40 MW de puissance. Donc, c'est quand même une belle, on parlera pratiquement de 354 400 gigawattheures de production chaque année dans le pays, et pour un coût de 197 millions de dollars. Et là, s'il y a toujours une facture qui va avec, et il le faut. Ça coûte et le projet devrait démarrer en juin 2019. Donc on espère que Dandora, la dévoreuse d'hommes, va disparaître à Nairobi pour devenir l'illuminatrice des hommes de Nairobi. Alors, on revient toujours au bon sens pragmatique. Comment fait-on de l'électricité avec des déchets? Je peux avoir un dessin, une feuille de papier. un schéma, oui. On a deux familles de déchets. Si on prend les déchets organiques, pour ceux qui vivent aux abords de la lagune, par exemple, quand vient le temps des salades d'eau ou quand on arrive au bord d'une lagune qui n'est pas très très propre, on voit ces odeurs qui sont en train d'émaner. Or, ces odeurs signifient qu'il y a bien un gaz qui est produit. Donc, quand on part avec des déchets organiques, on fait fermenter, pourrir nos déchets organiques. Ce gaz-là, on va le capturer et s'il y a du méthane à l'intérieur, s'il y a vraiment un bon pouvoir calorifique, on va brûler ce gaz. Ce gaz va alimenter une chaudière avec de l'eau à l'intérieur. La chaudière va créer de la vapeur va rentrer dans une turbine et ça va entraîner la turbine pour produire de l'électricité. Ça, c'est les déchets organiques. Maintenant, on a aussi des déchets solides, papier, plastique, carton, etc. Et c'est la même histoire. Si on les brûle, on produit de la chaleur. Si on produit de la chaleur avec de l'eau, ça fait de la vapeur. Et les femmes voient bien que quand la vapeur est un peu trop forte dans la cocotte. Dans la cocotte, merci, on voit le couvercle qui bouge. Et bien donc, il y a un mouvement qui va entraîner la turbine va produire de l'électricité. Donc, nos déchets peuvent être source d'électricité. Et résolver beaucoup de problèmes. Absolument. Notamment, pourrions-nous voir ici un tel projet se développant en Côte d'Ivoire? On a Nanaged qui tient un discours d'espérance. Même le dispositif dans la nouvelle centrale qui est mise en place par la Naged va justement valoriser une partie des déchets qui seront collectés pour l'autoproduction d'électricité. C'est-à-dire qu'on est dans une première phase où ils vont collecter, ils vont produire un petit peu de gaz et ils vont produire un petit peu d'électricité. Mais quand on se rend compte de la quantité de déchets qu'on a en Côte d'Ivoire, cette stratégie d'incinération pour produire de l'électricité est intéressante. Mais attention, quand on incinère, ça veut dire que l'on brûle. Quand on brûle, il y a des gaz qui vont être émis. Donc il faut que naturellement des filtres soient mis en place pour qu'on ne transforme pas une pollution visible en une pollution invisible. Donc ce dont on a besoin pour y arriver, c'est vraiment d'un engagement, d'une stratégie de collecte de ces déchets. Et vous savez, on a des déchets en Côte d'Ivoire qui sont invisibles, ce sont les déchets plastiques sous la lagune. Vous avez parfois jusqu'à 1 mètre de fond, je fais ça comme ça à la télévision, 1 mètre de fond de déchets plastiques dans la lagune. Ça, si on le collecte, qu'on le ramène, soit on le transforme en bassine, autre chose, soit on le brûle, on a des gisements d'électricité, d'énergie, de solutions qui sont enfouis sous notre belle lagune. Et on le constate, l'énergie est une des questions clés, vraiment, une des questions cardinales du développement durable. Alors vous qui arpentez, qui squattez, qui scrutez chaque fois tout ce qui est écologie, développement durable en Afrique, qu'est-ce que vous avez retenu comme innovation depuis que l'année a commencé? Alors l'énergie, vous l'avez très bien dit, c'est le cœur du développement. Si on n'a pas d'énergie, si on n'a pas de force, on n'a pas de développement. Donc c'est toujours l'énergie qu'il faut arriver à traiter. Et là, on est parti en Tanzanie parce qu'il y a un projet de foyer pour la production d'électricité solaire, Et donc, c'est notre illustration qui arrive maintenant. 145 500 foyers producteurs en Tanzanie. Donc, en fait, ça, c'est fait pour les foyers qui ne sont pas connectés sur le réseau électrique, qui n'ont pas la chance d'avoir accès, par exemple, en Côte d'Ivoire à la CIE. Donc, on a besoin de petits panneaux solaires qui se mettent en place. Alors là, vous avez un investissement de 32,5 millions de dollars qui a été collecté en Tanzanie avec plusieurs banques d'investissement qui se sont associés à eux. C'est pour vendre justement ces solutions aux foyers non connectés, en milieu rural. Alors, il y aura de l'électrification. 8 500, 16 500, waouh! Par mois, sur 3 pendant ans. 3 ans. Ça fait rêver, hein? Toute l'astuce, elle est là. Toute l'astuce, elle est là. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui va prendre le risque de l'investissement. Lui, il va acheter ses équipements, qui coûtent beaucoup plus cher que ça naturellement. Il va les vendre, entre guillemets, à des personnes qui, eux, vont les payer mensuellement. Comme on ne peut pas faire la dépense
en une seule fois. À ce moment-là, elle sera étalée sur une longue période. Et c'est toute la stratégie qui est mise en place en Tanzanie. Et cet exemple-là, il existe déjà en Côte d'Ivoire ici? Alors, il existe déjà en Côte d'Ivoire, je crois, je dis peut-être une bêtise, mais la dernière fois que je lisais des chiffres sur ça, on était à 23 000 foyers électrifiés en Côte d'Ivoire. Et même les prix que je vous ai indiqués tout à l'heure, on parlait de 8 500 francs à 16 500 francs CFA par mois. Comme les prix du Burundi ne sont pas encore mûrs, ben, en fait, je suis parti prendre les prix de ce qu'on pouvait observer en Côte d'Ivoire. Donc, ces solutions existent déjà, il y a déjà des paquets qui sont proposés. Et le plus intéressant, c'est que les personnes vont pouvoir acheter avec des paiements mensuels et donc pouvoir accéder à l'électricité sans souffrir ce gros investissement. Et si on regarde PEPT, le programme électricité pour tous, en Côte d'Ivoire, c'est presque la même chose. L'accès au compteur coûte cher, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement dit, tu viens, tu prends ton compteur, tu payes 1 000 francs pour le compteur, et après, chaque mois, à chaque consommation, tu vas rembourser progressivement l'achat du compteur et payer ton électricité en même temps. Ce sont ces petites astuces qu'il faut mettre en place pour donner de l'accès à tous ces bienfaits aux populations. Alors, ces productions, Cédric, produisent de l'électricité Oui. pour les seuls besoins des foyers. Oui. Ça, on est d'accord là-dessus. Mhm. Dans certains pays, ce que les ménages ne consomment pas, on a l'astuce, par exemple, de le vendre sur le réseau. Absolument. Est-ce que ça peut être possible chez nous en Côte d'Ivoire? Alors oui, c'est possible. Le principe est une grande simplicité. Ça veut dire que si le foyer est connecté au réseau de Côte d'Ivoire, ce qu'il n'est pas en train de consommer, on met des petites boîtes chez lui dans son domicile. Ce qu'il consomme, il le consomme, c'est parfait. Mais s'il y a un surplus d'énergie qui n'est pas consommé par la maison, automatiquement, ce surplus va se retrouver sur le réseau électrique de Côte d'Ivoire. Et donc là, en fait, on se retrouve avec, si on avait 5 millions d'Ivoiriens qui se lançaient dans cette stratégie, subitement, on aurait 5 millions d'Ivoiriens en train d'injecter 1, 2, 3 kWh sur le réseau. Mais pour arriver à faire ça, il faut quand même d'abord, avoir un cadre législatif qui soit mis en œuvre. Donc en Côte d'Ivoire, loi de 2014, sur le papier, on peut le faire, mais on attend le décret applicatif. Eh oui. Quand le décret sera mis en œuvre, on a déjà fait un progrès par cela. On a fait un pas en avant. Quand le décret sera mis en œuvre... Je suis Marcelin Thomas. Saint Thomas. Il veut voir d'abord. Il veut voir d'abord. Oui. Ah là là. Mais c'est pour ça, avec son côté pragmatique, avec mon optimisme inébranlable, on va y arriver. Et ma tempérance au milieu. Alors, on l'a vu ici avec nos précédents intervenants, l'Afrique est un vivier certain d'inspiration, de talent. Quelle est la dernière innovation que vous avez repérée sur le continent, par exemple? Alors moi, c'est vraiment une de mes préférées parce qu'elle est d'une simplicité merveilleuse. C'est la production de charbon écologique. Donc, on va partir au Cameroun et là, vous allez voir que des femmes produisent du charbon écologique. Donc, ce sont des femmes qui viennent, qui sont en situation malheureusement d'abri humanitaire puisqu'elles ont dû quitter leur pays voisin qui est sujet à des difficultés. Vous savez, je suis poli, je ne cite pas le pays voisin. Donc ici, qu'est-ce qu'elles font ces dames pour trouver de l'emploi, pour gagner un petit peu d'argent? Elles sont en train de recycler tous les déchets végétaux. Donc là, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont prendre des déchets de manioc, elles vont prendre des déchets de maïs, elles vont prendre ce qu'on appelle le bokassa. Vous connaissez cette petite herbe, donc le nom scientifique c'est herbe de Laos. Elles prennent tout ça, elles le font un petit peu brûler dans ce qu'on appelle une pyrolyse, donc c'est un mécanisme de cuisson qui est assez particulier. Elles vont rajouter à ce petit mélange une bouillie de manioc et quand elles ont terminé, elles ont réussi, elles font des petits paquets avec leur cuisson, leur préparation et en fait ça va devenir du charbon. Et donc avec ça, elles arrivent à produire pratiquement 300 kg par jour. Et donc le prix de vente, Marcelin, le prix de vente 200 francs CFA le kilo, donc on est quand même dans des prix cohérents de ce qu'on voit dans le pays, et 6 000 francs CFA le sac de 30 kilos. Donc elles ne sont pas en train de faire la déforestation, ces dames, elles valorisent les déchets agricoles et grâce à ça, elles nous mettent en place des solutions d'une grande efficacité qui permettent de réchauffer un petit peu les foyers. Ça, c'est concret. Hein. Du Cameroun. C'est vrai que j'imagine que vous imaginez la question qui vient. Je pense que oui. Okay. Alors, je suis prêt. Alors, ce type de projet n'est-il pas une urgence en Côte d'Ivoire pour répondre à la déforestation? De couper du bois encore et encore. Pour répondre à la déforestation qui est très galopante et qui nous inquiète de plus en plus dans notre pays. Je rappelle qu'en les années 60, nous étions à 16 millions. Aujourd'hui, moins de de forêts. Nous sommes à moins de 2 millions à peine. Un petit peu moins de 3 millions. 3 millions. Si. On est bon. Hein. Mais en fait, c'est avec tout le respect que j'ai pour nos amis charbonniers, les stratégies aujourd'hui de production de charbon en Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire, sont quasiment préhistoriques. On prend des arbres, on les coupe, on les abat, on les met sous des grands monceaux de sable, de sciure, etc. et on brûle tout ça. Alors que là, vous avez des dames qui sont en train de vous montrer. On récupère les déchets agricoles, on ne touche pas à la forêt et on arrive à produire de déchets. Donc oui, c'est urgent. Alors, il faut que les charbonniers s'engagent dans ces stratégies-là, parce qu'on ne parle pas d'investissement gigantesque. Il faut qu'ils se lancent et peut-être aussi qu'il faut qu'on les accompagne.
Alors nous, on a vu encore sur ce plateau par rapport au charbon bio, Oui. qu'ici, on a des déchets aussi qui peuvent servir à cela. Il faut vulgariser. Absolument. Oui, c'est tout ça, parce que la dernière fois, on parlait de nos cabosses de cacao, par exemple. Nos cabosses de cacao, coco on prend de la même coco. histoire, cabosses de coco. Si vous brûlez quelque chose, que vous le brûlez en plein air, ça veut dire qu'automatiquement, tout va se brûler. Donc, on n'aura plus que les cendres. La cuisson pyrolyse, ça veut dire qu'en fait, on est en train de brûler quelque chose, mais à l'étouffer, dans un bocal, entre guillemets, qui est fermé, avec un tout petit peu d'air qui va sortir. Donc, il ne restera que la chaîne carbone pure. On récupère cette chaîne carbone pure et en fait, on est capable de faire du charbon avec, sans toucher à nos forêts. Donc, c'est là où il devient très intéressant pour un paysan, quand il voit que les revenus de la production de son cacao n'est pas bonne, partez à la recherche de la valorisation de vos déchets agricoles, palmiers, EVA, cacao, coton, anacarde. Il y en a tellement en Côte d'Ivoire qu'on passerait des heures à les citer. Tout devrait se Mesdames et transformer. messieurs, les décideurs, vous avez vu les décideurs africains, vous voyez que dans notre continent, on a des idées, on a des potentialités, on a des hommes, on a des femmes, au Cameroun, au Burundi, partout, que cela puisse faire école dans d'autres pays, qu'on ait un effet papillon, pourquoi pas, pour qu'un jour, Cédric vienne sur ce plateau et nous dise enfin, On y est tout arrivé. va bien, tout va bien, tout va bien. Amen. Merci Cédric, très bonne journée à vous au nom de l'environnement et du développement durable. La semaine prochaine, on va vous retrouver, on espère, avec beaucoup de plaisir.